Bonsoir, bonnes gens. Ce soir, en attendant que ma pizza soit prête, je vais vous raconter euh, l'histoire du jugement de Salomon. Bon, c'est une histoire que vous connaissez tous. Donc, vous savez que, pour résumer, Salomon, étant roi d'Israël, avait à rendre la justice et se sont présentées deux personnes à lui, deux femmes qui ont revendiqué le même enfant. Étant impossible de discerner quelle était celle des deux femmes qui était la vraie mère, après les avoir auditionnées l'une et l'autre, le roi Salomon a décidé de tester les personnes les mettre à l'épreuve en donnant l'ordre de couper l'enfant en deux. Vous savez que donc c'est celle qui a dit je préfère donner mon enfant plutôt qu'il ne soit sacrifié, que Salomon a jugé étant la vraie mère. Bien souvent, si on ne s'arrête pas au-delà des apparences, on comprend ce jugement comme un jugement de sagesse, puisque en fait Salomon en hébreu Shlomo signifie sagesse, mais on ne va pas plus loin que cela. Alors que cette histoire raconte bien plus que cela, en fait. C'est une parabole. On peut la voir comme une parabole, et je vais vous en livrer ma lecture. En fait, l'enfant représente quelque chose de valeur, quelque chose auquel on tient, à laquelle on tient. Et des valeurs pour lesquelles on est capable de se sacrifier personnellement pour que ces valeurs soient gardées intactes. Alors, ces valeurs peuvent être la santé, la liberté, vous voyez, une certaine forme d'honnêteté, l'intégrité, etc. Et par exemple, j'ai déjà mentionné dans l'histoire de la ségrégation, on parlait des mouvements Black Lives Matter, et je disais que la ségrégation aux États-Unis n'avait pas connu la même histoire que euh, le colonialisme et l'esclavagisme des pays occidentaux comme l'Europe. C'est pas du tout la même chose. L'esclavagisme a été aboli après la guerre de sécession, mais notamment il y avait une ségrégation aux États-Unis qui a duré jusque dans les années 60 officiellement, alors que la ségrégation n'a jamais eu lieu et place en France métropolitaine, par exemple. Et ce qui n'empêche qu'il y avait ce qu'on appelait le code noir, c'est-à-dire c'est un code qui a été rédigé sous Louis XIV, mais auparavant déjà sous Louis XIII, par l'intermédiaire de Richelieu. Il y avait déjà eu des prédispositions qui avaient été prises pour régler la question. Non seulement, c'est pas vraiment la question de l'esclavage, mais la question qui se posait, c'était la question des métissages. Et j'avais notamment évoqué le fait qu'il y a deux formes de métissage possibles. Un homme blanc avec une femme noire ont des enfants ensemble, on va les appeler justement métis, alors qu'un homme noir ayant des enfants avec une femme blanche, les enfants sont appelés mulâtres. Il y a une connotation très péjorative. Et j'expliquais que c'était pour moi une forme de définition du racisme.
C'est-à-dire que quand une communauté refuse le mariage de ses filles avec les fils d'une autre communauté, cette communauté devient raciste, devient xénophobe, on va employer un mot plus approprié, devient xénophobe à l'égard de l'autre communauté. Eh bien, dans le cas qui nous concerne, les femmes noires étaient à même de vouloir se marier, si ce n'est donc officiellement d'avoir des liaisons avec des hommes blancs, de façon à ce qu'au moins leurs enfants à elles puissent être libres, étant donné que les femmes noires n'étaient pas libres, étaient esclaves. C'était donc, comme elles ne pouvaient pas atteindre elles-mêmes à la liberté, au moins la garantir pour leurs enfants, et elles savaient que cela passait par une union interethnique, on va dire ça comme ça. Et on sait qu'un mariage interethnique ou interculturel, notamment, vous voyez un peu la condition, c'est-à-dire une femme qui est issue elle-même d'une condition d'esclave, donc non libre, qui doit faire l'effort de chercher une union avec un homme libre pour pouvoir garantir que ses enfants sont libres. Ça demande un certain nombre de renonciation, si vous voulez. Et oui, c'est presque une transgression, mais au sens positif, bien entendu, puisque les enfants de cette union vont être libres. Mais c'est une transgression qui va, en tous les cas, coûter à la personne qui justement effectue cette transgression. Vous voyez, j'essaye de faire le parallèle, c'est difficile, mais j'essaye de faire le parallèle entre la mère du jugement de Salomon et une femme qui est de sa condition non libre, mais qui passe par le fait de non pas faire un sacrifice, mais par opérer une transgression pour pouvoir garantir que ses enfants vont obtenir quelque chose qui lui tient à cœur et qui est la liberté qu'elle ne peut pas obtenir pour elle-même, mais qu'elle veut obtenir pour ses enfants. Vous voyez mon raisonnement ? Or, dans le cas du jugement de Salomon, le roi Salomon est celui qui va trancher. Or, on parlait de valeur. Et comment est-ce qu'on peut donc trancher ? Salomon va jusqu'à sonder les cœurs. En fait, au départ, il sait pertinemment qu'il ne va pas donner l'ordre d'exécution, ou il va faire semblant de donner l'ordre d'exécution de cet enfant. Il ne veut pas le tuer, cet enfant. Bien entendu que non. C'est juste un subterfuge pour obtenir la vérité de la bouche de la mère qui va crier sa vérité. Donc c'est pour faire sortir, c'est pour sonder les cœurs. C'est la fonction du juge, roi. Et ce devrait être la fonction du politique, du décideur, celui qui a tranché dans une décision. Mais en trancher, non pas à l'aveugle, mais trancher d'une façon éclairée, en ayant sondé les cœurs. Sachant que dans différentes situations, ce n'est pas toujours possible. Alors, que fait-on ? Donc dans le cas de Salomon, on a un cas d'école, mais bien entendu, si vous avez des décisions politiques qui sont beaucoup plus complexes, comment donc sonder les cœurs ? Or, notre vie moderne
nous met, et met particulièrement les politiques, les expose à des situations complexes où il va y avoir notamment des jeux d'influence. Et notamment si vous avez des jeux d'influence qui viennent par exemple de lobbies. Donc vous voyez où je veux en venir, par exemple des lobbies industriels, des lobbies pharmaceutiques, qui sont là, qui font pression sur vous. Or, si dans votre décision, donc dans votre jugement, dans votre action de trancher, vous n'êtes pas éveillé sur ce fait et vous ne sondez pas les cœurs, et que en fait la préoccupation d'un décideur, ce n'est pas les lobbies, ce n'est pas les conflits d'intérêts, c'est le bien-être public. Dans l'occurrence, si trop d'influence est exercée et si les personnes ne sont pas assez éveillées à cet égard, elles peuvent prendre des décisions qui vont à l'encontre de l'intérêt public. Or, on revient à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui stipule bien que l'intérêt général prime au-delà des intérêts individuels. Ça, c'est quelque chose qui devrait être constamment en l'esprit de ceux qui exercent le pouvoir dans une démocratie. Les administrés ne sont pas les serviteurs des administrateurs, c'est l'inverse. Ce sont les administrateurs qui sont les serviteurs des administrés. Prendre des décisions en se réfugiant derrière le fait que c'est pas moi, c'est les scientifiques, le conseil des scientifiques qui prend une décision, enfin qui me conseille, qui prend une décision, c'est se défausser de sa part de décision justement. C'est-à-dire qu'on a bien pris une décision, mais comme on n'est pas sûr que ce soit la bonne, on se retranche derrière les scientifiques qui ont le beau dos. Parce que les scientifiques, vous en avez à l'appel. Vous avez des professeurs Raoult, vous avez des Carré de Lacombe, vous avez d'autres professeurs. Donc chacun a son opinion, et chacun est en droit de défendre son opinion, mais justement, sonder les cœurs, c'est aller voir derrière l'opinion de quelqu'un, quels sont les centres d'intérêt. Est-ce que notre mère va crier pour son enfant? Où va-t-elle placer ses valeurs? Jusqu'où sera-t-elle en demeure de défendre ses valeurs? Si les valeurs en question, c'est la défense de la vie des gens, c'est des valeurs, c'est un engagement qui vaut la peine d'être pris. Si les valeurs en question, c'est défendre des millions qui ont été donnés en sous-main, c'est pas la même chose. Et ça, c'est la responsabilité des décideurs, et non pas des politiques, et non pas des influenceurs. Chacun son boulot. Les politiques doivent reprendre la main sur l'acte politique, c'est de trancher et d'assumer des responsabilités. C'est ce que ne font pas, à mon avis, les politiques à l'heure actuelle. Ils se retranchent derrière d'autres pour se parer. Ils ne pensent qu'à leur carrière et ils se lavent les mains. C'est du Ponce Pilate. Encore une autre allégorie. Vous voyez ? Voilà, donc je pense que l'exemple de la justice de Salomon permet de réfléchir à ce fait. Remettez de la sagesse, c'est-à-dire sondez les cœurs, et remettez de la responsabilité politique là où elle doit être. Ceux qui ne le font pas actuellement, de toute façon,
on est en train de repousser le problème parce qu'il y a un moment où il faudra trancher. Et ce sera pas, si c'est pas ceux qui le font actuellement, bah ce sera d'autres qui le feront. Comme le disent certains gilets jaunes, c'est une parole que je trouve très intéressante. Vous, les politiques, vous êtes là un moment. Même si vous vous accrochez au pouvoir, il y a un jour où vous passez. Le peuple, lui, il reste. Et le peuple, il a une mémoire. Et il se souviendra de tout ce que vous lui avez fait. Voilà. Donc, soyez des Salomon. Apprenez à sonder dans les cœurs. Ou sinon, comme le dit l'Ecclésiaste, maudit soit le pays dont le roi est un enfant et les princes se goinfrent dès le matin. À bon entendeur, salut. Bonjour chez vous.